Donc, ce webinaire se fait dans le cadre du groupe de la commission de pilotage de la DBU. Personnellement, donc, je travaille à l'université de Toulouse 3, où je suis maintenant depuis 2023 responsable du pôle évaluation et enquête, mais auparavant, j'étais responsable des services au public de la BU Sciences. Mélanie Bardgada, que vous voyez peut-être, je ne sais pas si elle va pouvoir mettre sa caméra rapidement, est maintenant responsable des services au public de manière transverse. Mélanie, tu veux dire un mot? Oui, voilà. Donc, depuis janvier 2023 aussi, et auparavant, j'étais responsable de la BU Sciences. Voilà, donc évidemment, elle a suivi tout ce que je vais vous présenter ici et elle pourra m'aider. Nous répondrons ensemble à vos questions. Voilà, je vais y aller. Donc, je suis à Toulouse 3. Toulouse 3, donc, c'est une grosse université en sciences, santé et sport. Nous allons vous présenter donc quelques expérimentations que nous avons fait autour du thème des capteurs à la BU Sciences de Toulouse 3. 4 parties très rapides, une petite introduction, la présentation de notre GIS Néocampus, les capteurs à la BU et peut-être la partie la plus intéressante, une expérimentation avec un groupe d'étudiants. Et je n'ai pas pu les remercier, ils ont quitté l'université depuis, mais c'est sur leur travail que cette présentation va s'appuyer. Tout a commencé par un voyage organisé par le CRFCB. Le CRFCB de Toulouse s'appelle Mediadoc, c'est Toulouse et aussi Montpellier. Nous avons visité beaucoup de bibliothèques en Scandinavie, nous avons vu aussi la Petite Sirène, mais aujourd'hui nous allons parler que d'une seule bibliothèque, la BU de Copenhague, qui est une bibliothèque intelligente, Smart Library, pilote de projet. Donc c'est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous voyez l'affiche qui était à l'entrée de la bibliothèque. Donc, la présentation qu'ils nous ont fait, vous voyez une copie d'écran, une photo de la salle où nous étions réunis, et ils nous ont montré qu'ils avaient mis des capteurs, des sensors, dans toute la bibliothèque pour afficher, par exemple, la température dans l'ensemble de la bibliothèque. Donc, ces températures, c'est très bien, mais en même temps, pour les étudiants, comment ça se passe? Eh bien, les étudiants ont une application sur leur smartphone. Cette application leur sert à un tas de choses au sein de l'université, donc ils ont tout intérêt à l'avoir sur leur téléphone, et ça leur permet d'afficher les zones chaudes ou froides de la bibliothèque. Cette expérimentation... en 2018, excusez-moi, petit problème technique, se poursuit en 2023. Alors, voilà, vous aurez le PowerPoint avec les liens. Donc, vous voyez que la bibliothèque poursuit son expérimentation. En rentrant à Toulouse, nous nous sommes dit, mais comment faire la même chose qu'à Copenhague? Eh bien, c'est très simple. À Toulouse 3, nous avons donc un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, Néocampus, qui existait déjà, qui est extrêmement important, qui regroupe des laboratoires, des étudiants, d'autres universités et également des partenariats extérieurs. Qu'est-ce que fait Néocampus? Ils font des projets extrêmement importants qui durent depuis plusieurs années, comme le véhicule autonome, que je vais vous montrer. Voilà.
Notre navette autonome fait le tour du campus. On peut y monter et faire le tour du campus grâce à cette navette. Mais on a aussi des petits projets plus modestes qui sont réalisés par des étudiants donc on fait une petite application carte au campus pour avoir la carte du campus et trouver les différents amphis, les différentes salles qui portent toutes des noms ésotériques. Et donc, c'est une application, petit problème, toujours un projet étudiant qui n'est plus maintenu, mais néanmoins qui est intéressant. Donc, ces expérimentations, c'est très bien. Et nous avons été très contents. Néocampus a été tout à fait d'accord pour expérimenter avec nous. Ils avaient déjà en projet des capteurs, des sensors. Ils ont donc dit oui et ils ont fait fabriquer des prototypes sur place à l'IRIT, qui est le laboratoire d'informatique de l'université. Les étudiants les ont montés au laboratoire Laplace. Et donc, ils ont publié un poster. La page NeoSensor est toujours d'actualité. Et vous voyez ici le déploiement à la BU Sciences. Quelques capteurs, c'était très modeste, mais un vrai travail pour les étudiants, pour mettre à la fois la lumière, le son. Enfin bref, c'était un projet assez ambitieux. Nous avions donc été ravis d'annoncer ça aux étudiants sur notre blog, donc en 2018. Arrivée des capteurs. On en avait 2, on en a plus maintenant. Alors, qu'est-ce que nous permettait de faire ces capteurs? Ils nous permettaient de capturer, d'avoir les courbes de température, d'avoir un certain nombre de choses sur une application qui était plutôt modeste. Et puis en plus, évidemment, on remboursait Néocampus, mais c'était vraiment pas cher. Néanmoins, on n'avait que quelques prototypes. Le projet NeoSensor a continué. On en est à la V5 avec des capteurs beaucoup plus sophistiqués. Comme je vous disais, vous aurez les liens dans le PowerPoint. Tout est accessible en ligne. Néanmoins, on s'est heurté à un problème. Pour installer les capteurs, les prototypes, on les avait mis donc sur les banques d'accueil, les banques de prêt, mais ce n'était pas très intéressant. Il aurait fallu les installer donc dans les faux plafonds, avoir des prises, des RJ45, et tout ça ne rentrait pas dans nos budgets. Vous savez que dès qu'il y a une hauteur aussi importante, il faut mettre des échafaudages. Enfin bref, c'était très compliqué. Par contre, je vous ai parlé de la V5. Ce qui a été également intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup fait progresser l'interface. Cette interface, maintenant, est sous Grafana, ce qui nous permet d'avoir un superbe tableau de bord où nous avons des possibilités de regarder les 2 derniers jours, les 5 dernières minutes, d'actualiser nos données. Donc, nous avons la température à la banque d'accueil, à la banque magasin. Nous avons également mis un capteur dans la bibliothèque universitaire de santé. Et nous avons, excusez-moi, des capteurs dans notre tour magasin. En temps réel, nous avons la fréquentation de nos caméras 3D. Nous avons la luminosité. Et là, les 100 dernières minutes, ils ne peuvent pas nous faire des graphiques, mais si je mets les 12 dernières heures, ils vont nous faire des graphiques sur la température à l'accueil ou sur l'humidité dans la tour, les 12 dernières heures, mais on peut également faire les 6 derniers mois. Voilà. Et c'est toujours très intéressant pour nos collègues responsables du patrimoine de voir un petit peu comment ça se passe l'hygrométrie dans la tour.
Donc cet outil Grafana, c'est un outil libre. On est toujours dans une philosophie de projet extrêmement intéressante où on partage les données. Elles sont toutes en accès libre. Nous avions un autre souci et c'est pour ça qu'au début, on avait pensé au capteur, c'était le problème du bruit. Le bruit en bibliothèque, c'est un problème bien connu. Là, je vous ai mis donc les petits thermomètres de l'IPQUAL de 2015 où on voyait que les étudiants de master et de doctorat donc étaient beaucoup plus sensibles au bruit et avaient un très mauvais ressenti de l'atmosphère de la BU Sciences à ce sujet-là. Toujours le problème de faire cohabiter des publics différents, sport, santé, etc. Hop. Quelle solution pour gérer le bruit? On n'avait pas attendu Néocampus ni les capteurs pour essayer de faire des choses. Donc, on avait mis en place des zonages, mettre des affiches. On avait fait des appels au micro. Alors, le problème des appels au micro, c'est que ça dérange les zones silencieuses. Ça agace beaucoup les étudiants. Et tous ceux qui sont dérangés par le bruit, par contre, réclament les appels au micro. Enfin bref, c'était une solution qui embêtait beaucoup de gens. On avait été voir ce qui était possible avec des capteurs, les solutions commerciales qui existaient, et on avait une proposition de SoundSign qui nous permettait, avec donc des micros installés toujours dans nos faux plafonds, mais en nombre plus réduit, de mettre des affichages interactifs qui diraient il y a du bruit, il n'y a pas de bruit. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est du gadget? Est-ce que ça va interpeller les étudiants? Est-ce que ça va nous aider à résoudre ce problème de bruit? C'était donc pour nous une grande interrogation. Et Dieu merci, nous avons eu la proposition d'un groupe d'étudiants de Néocampus, des Master 2 Interaction Homme-Machine. Donc c'était un projet mixte avec l'ENAC, qui est l'École nationale d'aviation civile, qui est vraiment à proximité, à 5 minutes de voiture de notre campus. On est vraiment voisins. Donc, il s'agissait vraiment de travailler sur la gestion du bruit. Ils ont mis dans la bibliothèque universitaire de Toulouse comme s'il n'y en avait qu'une, mais c'est pas grave. Ce projet a abouti, ils ont présenté un mémoire de chef-d'œuvre pour le Master 2, et ce projet a été inclus en annexe d'une thèse de Florent Cabric. Donc là, je ne vais pas vous la montrer, mais vous aurez toujours le lien dans le PDF si jamais ça vous intéresse. Ce projet donc a été vraiment suivi de manière très rigoureuse et très intéressante. Qu'est-ce que c'était? Pour ces étudiants scientifiques, il s'agissait d'étudier des systèmes persuasifs. Qu'est-ce que c'est que des systèmes persuasifs? C'était comment convaincre, influencer le comportement d'êtres humains, mais à l'aide de machines. Donc ça fait appel à des notions de psychologie qui ne sont pas de base, ils ne sont pas enseignés comme ça directement à Toulouse 3. Néanmoins, les enseignants qui suivent ce master interaction, alors que je dise interaction homme-machine, évidemment, ont des spécialités là-dedans. Comment ont-ils procédé? Ils ont fait des enquêtes auprès du personnel donc, et des usagers. Ils ont analysé la perception du bruit subi et émis. Ensuite, ils se sont interrogés sur la question de comment représenter les données du bruit. Et pour finir, ils ont expérimenté en situation pour avoir le ressenti des usagers et analysé. Donc, ça a été une démarche expérimentale, mais extrêmement rigoureuse. À la fin, ils ont rencontré des problèmes de matériel. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la démarche. Et je remercie toujours Néocampus qui m'a permis de récupérer les diapositives et le film de la soutenance. Donc, je vais vous présenter les diapositives de la soutenance et à la fin, je vous montrerai une vidéo de la soutenance en tant que telle parce que c'est vraiment très intéressant sur la démarche. Donc, les réponses au questionnaire, les bruits qui dérangent à la bibliothèque. Évidemment, ce sont les gens qui parlent, le bruit de fond. On a beau avoir mis de la moquette, il y a toujours du bruit de fond, les petits bruits réguliers et les bruits occasionnels.
Les petits bruits réguliers, c'est quelque chose qui agace beaucoup. J'ai travaillé à la Bibliothèque nationale et il y avait des chercheurs très agacés par les bruits de clavier. Donc, on aurait tort de penser que c'est négligeable. Après, ils sont passés à une notion beaucoup plus intéressante, c'est la conscience du bruit. Donc, en théorie, ils sont conscients du bruit qu'ils produisent. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment en pratique? C'est là tout l'intérêt du projet. Ils ont fait un petit bilan. Donc, le personnel, évidemment, aimerait savoir d'où vient le bruit. La BU Science, c'est une grosse bibliothèque avec 1000 places assises et 2 niveaux. À moins de faire des rondes permanentes, c'est très difficile de savoir d'où vient un bruit. Et on aurait aimé que les usagers soient plus autonomes. Donc, comme je vous disais, manque de conscience des bruits et du contrôle de son bruit, et en même temps, les usagers, ils veulent pouvoir étudier, ne pas avoir à déranger les autres et ne pas être déconcentrés. Ils ont commencé à explorer différentes métaphores, entre autres la métaphore des jardins. Enfin, ils ont fait plusieurs prototypes et ils nous en ont présenté un, la métaphore aquatique. Ils voulaient donc une ambiance zen, une métaphore du vivant, et ils ont choisi donc des ondes aquatiques avec des petits poissons. Ils ont vraiment étudié ça de manière extrêmement détaillée. Ils ont par exemple analysé pour les poissons ce qui allait être intéressant. La taille des poissons, la couleur, la texture, l'opacité, le niveau de détail, la vitesse des poissons, l'orientation, l'amplitude des mouvements, la saccade des mouvements, le nombre. Et vous voyez que seul ce qui était en vert va être retenu. La taille des poissons, la couleur, la vitesse et les mouvements. Tout ça pour chaque item, le nombre de personnes, les différents types de gènes et le temps de présence. Et on voit que ce qui était applicable a été choisi. Ils ont étudié différentes combinaisons possibles, des historiques en anneaux, des pulsations, des histogrammes, et tout ça, c'est donc quelque chose que je vais pouvoir vous présenter maintenant ici. Donc, c'est un extrait de leur soutenance. Il y en a à peu près pour 7 minutes. Eh ben, j'ai parlé assez vite. Le design final est le suivant. Donc, pour les niveaux de gènes des poissons, ils ont un niveau, ils ne sont pas dérangés. Là, on les voit qui sont légèrement dérangés, donc comme sur les premières visualisations. Mais on va voir dans un petit instant, quand ils sont dérangés pendant longtemps, ils vont devenir rouges et ils vont arrêter d'avoir peur du bruit, ils vont prendre un comportement complètement désordonné dans l'espace. On a aussi choisi, pour sortir de cette visualisation de table, une visualisation de l'espace de la bibliothèque tout entier à l'intérieur d'un seul cercle. Donc ici, vous voyez l'historique en histogramme. Pour mieux aider l'utilisateur à voir le moment présent, on a inclus une aiguille à l'intérieur, en consultation un peu montre, qui pointe la barre qui va et cette dernière, donc la barre qui et aussi plus sombre pour mieux visualiser. Et donc voilà les combinaisons qu'on a retenues pour notre design final. Donc vous pouvez voir à gauche la visualisation sans la représentation de table et à droite la visualisation en représentant les tables. Donc nous allons évaluer ces deux visualisations. Nous avons établi un protocole scientifique afin d'évaluer notre système en conditions réelles. Donc ici, c'était à la bibliothèque universitaire de l'ENAC, donc dans un box que nous avons emprunté. Les utilisateurs que nous avons pris pour tester ont été des étudiants volontaires que nous avons trouvés et démarchés sur place. L'image montre le matériel et la mise en place de l'expérience, avec sur la gauche l'utilisateur testeur
Sur la droite, donc on peut reconnaître Corentin qui a mené l'expérience. Et il y a un micro au milieu de la table pour mesurer le bruit, pour enregistrer le bruit, et la visualisation qui est projetée par le dessus sur le milieu de la table également. Nous avons donc les variables indépendantes dans cette expérience, la variable indépendante et la visualisation présentée. Donc c'est concrètement le facteur qui va varier entre les différents testeurs afin de comparer les visualisations. Les variables dépendantes, ou les valeurs mesurées en fonction des visualisations présentées, sont le niveau sonore moyen et maximal pour chaque tâche que l'utilisateur va réaliser. Et nos hypothèses pour cette expérience sont que le système ne déconcentre pas plus que nécessaire, que l'utilisateur régule instinctivement son niveau sonore grâce au système, et que l'utilisateur s'aide du système pour réguler son niveau sonore. Pour ce faire, nous avons fait réaliser 3 tâches à l'utilisateur. Une première sans la visualisation, et nous lui avons demandé de réaliser une tâche qui nécessitait de la concentration, et nous l'avons fait décrire ce qu'il pense, ou un think aloud, comme on appelle ça, mais de façon détournée, car ce qu'il disait ne nous intéressait pas vraiment, c'est le fait qu'il produise du bruit qui nous intéressait, afin de mesurer le niveau naturel de cette personne, le niveau de bruit naturel. Dans la deuxième tâche, nous avons allumé la visualisation, et il devait faire une tâche équivalente à la première, mais cette fois en silence, afin de mesurer si le système le déconcentrait ou pas. Une troisième tâche était avec la visualisation activée et une nouvelle fois en produisant du bruit, nous voulions déterminer s'il régule instinctivement son niveau sonore. Et nous avons mesuré donc son niveau sonore et nous l'avons comparé à la première tâche où il n'avait pas la visualisation, pour savoir s'il fait moins de bruit complètement pour de la troisième tâche. Ensuite, dans la tâche 4 et 5, nous lui avons fait faire une tâche différente que les 1 à 3, et avec ou sans la visualisation, afin de déterminer s'il s'aidait vraiment du système pour réguler son niveau sonore. Et d'ailleurs, entre-temps, après la tâche 3 et avant la tâche 4, nous lui avons bien expliqué le système afin qu'il puisse vraiment s'en servir s'il veut. Et à la fin de l'expérience, nous lui avons fait passer un questionnaire attractif. L'attractif est un questionnaire qui permet d'évaluer l'attractivité d'un système à travers différentes questions qui sont normalisées. Donc voici ici présenté dans ce tableau les résultats des mesures concrètes du bruit. Malheureusement, à cause de mauvaises conditions, comme du nouveau matériel, par exemple le micro que nous avions utilisé était nouveau, donc nous n'avions pas pu le tester avant, et le calibrage très précis du système a été difficile à mettre en place, et des difficultés liées à l'environnement aussi ont donc invalidé nos résultats. Et d'autre part, nous avons enfin réussi à bien calibrer tout cela pour l'utilisateur numéro 4, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusion à partir d'un seul jeu de données. D'autre part, nous avons recueilli les résultats d'Attractif. Alors, je suppose que tout le monde n'est pas très familier avec Attractif, donc je me permets de vous le présenter. Qu'est-ce que c'est que le système Attractif? Donc, l'étudiant vous l'a dit rapidement, il s'agit d'un questionnaire.
vous avez 28 questions avec des paires de mots opposés et une échelle graduée qui sépare ces mots. La personne qui a testé le système doit mettre son opinion, sa note graduée entre les paires de mots opposés. Vous avez différents types de mots sur les qualités hédoniques du système, le plaisir qu'on y prend, et les qualités pragmatiques du système, c'est-à-dire la possibilité de réaliser la tâche avec le système en question. Donc, la personne qui réalise le questionnaire attractif, donc, prend ensuite ces résultats et les analyse. Il s'agit donc de les remettre en ordre, parce que certaines paires de mots sont opposées, etc. Et ensuite, on calcule des écarts types, on refait quelque chose de correct pour avoir les résultats qui sont là. Donc, cette méthode attractive, c'est une méthode UX. Hein. Vous trouverez sur Internet le site de Madame Lallemand où elle présente tout ce système attractif et la manière de faire les calculs. Je reviens à la dernière minute de présentation. Et ici, nous pouvons voir les scores qu'ont donné les différents utilisateurs au système, sachant que la case désignée désirée est là où nous voulons que le score se trouve, évidemment. Et pour un des utilisateurs, il a été jugé trop orienté vers le soi. Donc, nous avons quelques améliorations à faire sur ce point. Voilà, fin de la vidéo. Je repars sur le PowerPoint qu'on est sur le point d'achever. Donc, on aura tenu en une demi-heure, c'est parfait. En conclusion, donc expérimenter avec des étudiants, c'est très intéressant. Évidemment, ce sont des étudiants, ça ne va pas forcément jusqu'au bout, malgré la qualité de leur travail. Donc, vous avez vu, le matériel, c'était un micro neuf, ils n'avaient pas pu le tester, il n'était pas bien calibré, ils ont manqué de temps, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Quelquefois, il y a des petits problèmes d'encadrement, le projet qui est soumis ne convient pas à l'enseignant, le projet change en cours de route. On a toutes sortes de petits problèmes quand on expérimente avec les enseignants. On peut aussi avoir des problèmes divers et variés, du style Néocampus, c'est une organisation de l'université, mais nous avons la DSI, la Direction des systèmes informatiques de l'université, qui a ses propres opinions sur la manière de faire les choses. Donc, petit problème toujours pour expérimenter avec les étudiants et les enseignants, mais néanmoins, ça nous permet de nous ouvrir sur le monde de la recherche. Les enseignants sont toujours ravis d'avoir des possibilités de stage, et on permet donc de changer l'image de la bibliothèque. Pour le futur, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons développer les capteurs dans les magasins et dans les autres bibliothèques, puisque en 2018-2019, on était en une organisation classique bibliothèque par bibliothèque, et depuis 2023, nous sommes passés à une gestion transverse. Et nous rêvons toujours d'installer plus de capteurs dans la bibliothèque, et pour cela, il nous faudrait de l'argent, et donc faire des réponses aux appels à projets de fondations, Catalyse, ou plus banalement de la CEVEC. J'arrête maintenant le partage. Je remercie tout de même l'équipe Néocampus avec Marie-Pierre Glaise, la responsable de Néocampus, et François Thibault qui nous a suivis sur toutes nos expérimentations et qui continue à nous aider pour nos capteurs.